parti dans 3, 2, 1. Bonjour. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je reçois une autrice, metteur en scène, interprète et scénariste. J'ai pu la voir au petit écran lorsque j'étais jeune, dans le rôle de Bagou, si je ne m'abuse, dans Cornemuse. Et ma plus jeune sœur a aussi pu voir mon invité dans Toc Toc Toc. Mais elle a aussi joué sur les planches dans Je pense à You. Et dans la pièce qu'elle a écrite, Joulik, elle jouait le rôle de la petite fille. Elle a aussi écrit la version... Je sais pas comment dire ça. Elle signe d'ailleurs son adaptation cinématographique pour le film du même nom, Joulik. Un film merveilleux, dont les textes sont notamment nominés à Milan. Alors aujourd'hui, je prends un café avec Marie-Christine Léhu. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Petite correction, mon personnage dans Cornemuse, c'était Tibor le tigre Tibor, et c'est pas ça. Bagou le singe. Exactement. On peut... Je veux pas m'approprier le magnifique travail de mon amie Roxane Bouliane. Oh non, j'ai mal fait mes recherches. En fait, je suis vraiment allé de mémoire. Ça fait très longtemps. Oui. Ça fait très longtemps. Écoute, Marie-Christine, merci beaucoup d'être là. Je suis extrêmement content, extrêmement choyé. J'ai un peu chaud parce que c'est mon premier podcast. Donc, les sueurs, c'est normal. C'est mon premier podcast aussi, pour être honnête. Je pense qu'on voit pas beaucoup de... Je pense que c'est le premier podcast qui s'adresse beaucoup aux scénaristes de la relève et aussi aux réalisateurs-réalisatrices de la relève. Donc, écoute, il y a eu une petite controverse concernant le film Joulik qui est sorti cette semaine. Donc, on parle un peu, c'est un peu nébuleux, hein? On parle un peu d'appropriation culturelle, on parle un peu, donc on parle de la culture rome. Moi, le rome, je connaissais pas ça. Moi, c'est pour moi, les amis que je connaissais qui appartenaient à cette culture-là se nommaient eux-mêmes appartenir à la culture tzigane. Là, j'ai comme compris que tzigane, c'était un peu... c'était pas très approprié. Est-ce que tu veux juste peut-être nous mettre en contexte, nous parler un petit peu là, de ce qui s'est passé? Oui, je pense que c'était pas si nébuleux, je dirais. C'est que il y a des personnes de la communauté rome qu'on avait rencontrées dans le processus de travail sur le film qui ont été déçues par le film et puis ont considéré que la représentation qu'on faisait de la culture rome était une appropriation culturelle. Mais surtout était un véhicule de clichés, d'un certain nombre de clichés ou d'images de leur culture qu'ils ont pu envie de voir circuler. Et puis, elles considéraient que ça les abîmait quelque part. Puis, je pense que c'est des choses qu'il faut entendre. On est vraiment dans une ère de réparation, de rencontre de l'autre. Puis, c'est des choses qu'il faut recevoir. Puis, en même temps, c'est drôle parce que on avait donc conversé avec une des deux porte-paroles, je dirais, de la communauté, là, avec Léla Savic. Okay. Puis, c'est sûr que je me suis rendu compte, surtout avec cette tempête qui est arrivée maintenant, que les limites de cette notion-là d'appropriation culturelle ne sont pas si claires que ça. Est-ce que c'est quand on en tire un avantage? Puis qu'est-ce que c'est un avantage? Quand on tire avantage du fait d'avoir utilisé le code culturel de l'autre. Est-ce que c'est quand... est-ce que ça s'applique de la même façon quand il s'agit d'une fiction dont la culture autre n'est pas le cœur? Il y a toutes ces questions-là qui sont des frontières un petit peu floues dans cette notion-là, puis qui font que je pense que nous, comme artistes, dans la rencontre avec elle, ça n'a pas été si clair que ça, jusqu'où on devait aller pour satisfaire... Parce que, évidemment, on avait des agendas différents quelque part. Nous, on était sur un projet artistique, sur une histoire, sur une fiction, et elles étaient sur l'image de la préservation d'une image ou la restauration de l'image d'une communauté qui a été très mal dépeinte, etc. Fait que je comprends qu'elles avaient des enjeux très spécifiques, très émotifs aussi. Puis nous aussi, étonnamment, des fois, on pense que les enjeux artistiques, c'est des choses un peu, superficielles, mais nous aussi, quand on s'exprime comme artiste, les territoires sur lesquels on s'exprime sont très intimes et identitaires aussi. Puis je pense que c'est dans cette rencontre-là
des choses qu'on a à dire, puis de nos préoccupations mutuelles, qu'il faut des lignes un peu mieux tracées. Ouais. Comment faire pour parler de l'autre? D'abord, a-t-on encore le droit d'en parler? Parce que d'un côté, on se fait dire, vous nous représentez pas. Je parle pas de la communauté rome qui nous a pas demandé ça, Oui. mais en général, on se fait dire par les communautés culturelles qu'elles sont sous-représentées et elles ont raison. Ouais. Mais d'un autre côté, si on cherche à les représenter puis que tout à coup, on est obligé de répondre à un certain cahier de charges pour les représenter d'une façon spécifique, est-ce que notre envie de les représenter va être limitée par ces contraintes-là qui arrivent dans un processus de création? Puis honnêtement, je pense que c'est pas trouvé tout à fait. Il y a eu des grands débats, il y a eu un éveil collectif. Après, comment ça s'applique sur le terrain pour que... Comment on aurait pu, parce que nous, on les a quand même rencontrés, puis le désir depuis le début du projet était de collaborer. Oui. Comment on aurait pu faire en sorte que cette rencontre-là porte fruit, puis nous apaise assez mutuellement pour que cette chose-là n'émerge pas de cette façon-là? Mais c'est ça. Est-ce que tu t'attendais là, à... Vous vous êtes rencontrés au préalable, vous Oui. avez discuté, vous avez eu des échanges et des corrections, scénarios qui ont été apportés. Oui. Est-ce que tu as été un peu surpris par la réaction ou... Oui et non, dans le sens que, d'abord, ce qui est très clair, c'est qu'on n'a jamais cherché à blesser, mais il reste qu'on a voulu tenir à un territoire artistique. Ouais. Et je ne savais pas à quel point le fait de tenir à ça était problématique. J'ai réalisé que ça l'était plus que ce que je croyais. Mais c'est ça qui est très délicat. Par exemple, j'utilise parfois un exemple de notre conversation qui est, je trouve, significatif de cette tension-là. Puis, je sais pas qui a tort, qui a raison. C'est vraiment quelque chose qui ouvre la réflexion. Ouais. J'ai compris en fait, le début de notre conversation avec Léla, quand on s'est rencontrés au restaurant avec Marie-Lou Wolfe aussi, et puis avec Serge Denoncourt qui était présent, puis notre producteur. La première chose qu'elle a pointée sur le scénario, c'est qu'on utilisait le mot « gypsy », qui était un mot péjoratif. Et qu'elles avaient plus envie que ce mot circule sur leur communauté. Et en même temps, moi, ma première réaction, ça a été de dire, oui, mais ce mot-là est utilisé par un personnage non-rom, anglophone, dans les années 70, et je crois pas que ce personnage-là pouvait connaître d'autres mots pour vous nommer à cette époque-là. C'est ça. Et c'est là que la ligne entre le personnage puis la représentation... est-ce qu'un personnage peut utiliser un mot péjoratif sans que moi, je sois considérée raciste? Parce qu'il y a eu la violence de ces mots-là qui est arrivée quand même, c'est très blessant. Ouais. Est-ce que la défense, comment dire, de la véracité du personnage est recevable ou pas? Parce que moi, j'écris quand même, évidemment, c'est une fiction, mais qui est contextualisée. Ouais. Dans ce contexte-là, je ne crois pas réellement que le personnage pouvait avoir d'autres mots. Finalement, malgré tout, le vocabulaire a été retiré. Puis finalement, pour d'autres raisons, la scène, plus tard, a été carrément retirée du film. Mais c'est là que je me rends compte que ce débat n'est pas achevé sur qu'est-ce que j'ai le droit de défendre, moi, comme artiste, sur le réalisme aussi de mon personnage. Qu'est-ce qui est personnage, puis qu'est-ce qui est représentation de la communauté aussi. Ouais. Parce que, par exemple, un autre des lieux de débat, puis je ne veux pas entrer dans les détails parce que je trouve que cette question-là doit se poser plus largement que sur ce projet-là. Absolument. On voit que c'est pas résolu. Fait que c'est un cas, il y en a eu d'autres récemment. Il y en a eu d'autres, puis il y a plusieurs cas de figure différents, puis il faudrait avoir des règles qui peuvent nous orienter comme artistes et comme communauté culturelle Absolument. Dans nos échanges sur l'ensemble de ces cas de figure pour savoir ce qui est juste. Parce qu'on ne peut pas le déterminer nous-mêmes, je pense, pour le moment, avec toute l'émotivité qu'il y a autour de ça, seulement sur la base de nos sensibilités respectives. Ouais. C'est pas suffisant, c'est pas des règles assez claires. Moi, je ne le sais pas non plus comme artiste, est-ce que je suis devant des gens qui ont une vision peut-être plus stricte de la façon dont je dois les représenter, ou est-ce que leur vision est vraiment représentative de l'ensemble des perceptions de leur communauté? Ouais. Est-ce que moi, je manque de souplesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, quelque part, servir de modérateur dans ce genre de rencontre-là pour nous indiquer quel est le comportement juste à avoir? Pour le moment, je pense qu'on est rendu là. Oui, peut-être. Disons que j'ai pas eu d'œuvre qui a été exposée sur la place publique de cette manière-là, mais c'est clairement des réflexions que je me pose dans ma création. T'sais. En fait, si tu me permets, je vais sortir une citation donc, que j'ai trouvée de toi et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, ça va comme suit. Est-ce que je dois tout accepter en bloc ou
ai-je encore un espace? Euh, donc, pour remettre en contexte, ça c'est, on vous a donné des indications, on vous a fait des demandes, puis je pense que ça résume très bien, c'est qu'est-ce que je fais de ces demandes-là, tu sais. Mhm. On vient d'en parler un petit peu, mais quel espace sens-tu avoir dans ta création? Mhm. Mais en fait, la question, c'est est-ce que notre rencontre est un espace de discussion et de négociation, Mhm. ou bien c'est un espace, puis on sent quand même dans l'ambiance sociale où on est en ce moment, je pense que des fois, pour qu'il y ait des changements majeurs, il faut aller de façon radicale Oui. d'un côté ou de l'autre. Mhm. Puis j'ai l'impression que là, il y a une condamnation sociale très, très vive de ce qui peut être appelé de l'appropriation culturelle. Ce qui est problématique en ce moment, pour moi, c'est que il n'y a pas de critères si clairs des contextes qui sont vraiment des contextes d'appropriation. Et ça se joue à si une population est offensée, si on est accusé d'appropriation, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ouais. Dès que quelqu'un est blessé, alors on s'est approprié. Pour le moment, c'est comme ça que l'espace collectif et médiatique réagit un petit peu. Ouais. Je dis ça, c'est une généralisation quand même. Là, je pense qu'il y a eu certains points de vue nuancés, mais quand même, il y a quelque chose de... c'est une attaque très, très forte en ce moment, contre laquelle il y a très, très peu de défense, même si... parce que la notion d'appropriation culturelle, puis tout ça, on dirait que c'est au-delà de l'intention de l'artiste. On s'entend bien que je peux même pas me défendre avec mon intention qui est de dénoncer un certain racisme, puis on s'entend que le film, il montre beaucoup plus le racisme et la fermeture d'esprit de la famille québécoise, entre autres à travers la mère du personnage de Vera. On est essentiellement dans cette chose-là. Mhm. Mais c'est comme si les intentions du film, s'il y a une population qui est abîmée par les images qu'on a décidé de donner, elles sont pas une défense pour nous, quelque part. Donc, Ouais. Ben, en fait, c'est peut-être quelque chose... j'essaie, tu sais, je veux pas être trop politisé, puis j'aime bien essayer d'avoir un regard un peu extérieur, puis je suis plus quelqu'un qui observe, mais il y a une tendance, oui, à dire, je me sens blessé, et cette sensation-là devient une vérité par le fait que je la vive, tu sais. oui. Mais c'est Puis vrai que la ça peut sensation être est une dangereux. vérité, c'est ça. C'est ça. C'est juste entre le fait que la blessure soit vraie, moi je pense qu'on peut jamais le nier. Est-ce que parce que la blessure est vraie, ma faute est réelle? C'est ça la question, je Ouais. pense. Écoute, c'est drôle, ça me fait penser. Je suis hémophile, donc j'ai un problème de sang et de coagulation du sang. Ma petite sœur est en troisième secondaire, puis elle allait avoir un cours sur l'hémophilie en sciences. Et sa professeure, elle l'a approché, lui a dit, si tu veux, t'es pas obligé d'assister au cours si ça te fait trop de peine. Mais bon, peut-être cette professeure, elle veut pas mal faire, tu sais. Mais moi, ça m'a fait un peu rire, parce que c'est assez banal, puis c'est vraiment pas un drame dans la famille. Ça aurait pu l'être, mais est-ce qu'on... Tu sais, je trouvais ça drôle un peu quand même, de dire, tu peux t'absenter du cours pour te protéger, tu sais. Oui. Mais est-ce que des fois, tu sais, autant la douleur, elle peut être réelle, autant des fois, elle peut être importante, tu sais. Est-ce que à trop se protéger, on devient encore plus sensible, tu sais. Puis dans le contexte de cette œuvre-là, ou ben, pas de l'œuvre en fait, mais de tout ce sujet-là, cette discussion-là, est-ce que des fois, on est un petit peu trop sensible? Je peux pas me prononcer là-dessus pour vrai, parce que c'est vrai qu'il y a des populations qui ont une historique de blessures. Ouais. Puis est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop? Ça m'appartient vraiment pas de me prononcer là-dessus. Non. Puis j'ai envie de relever qu'il y a eu quand même beaucoup de dignité dans la façon dont les questions ont été posées par Léla, par sa sœur. Tout ça, c'est légitime. Moi, ce que j'ai envie de me poser comme question après coup, parce que là, les choses semblent un peu s'apaiser, et puis j'ai vraiment envie que cette rencontre ait lieu en dehors de tout ce qui est l'espace médiatique où nous, on répond, ils disent, on répond. Il n'y a pas de rencontre. Ouais. J'ai l'impression que dans l'après-coup, j'aimerais beaucoup avoir, moi, cette rencontre, puis pas juste avec elle, mais de façon plus large, pour réfléchir ensemble à comment on établit l'espace dans lequel on discute de nos projets artistiques avec l'autre. Parce que
Il y a une chose aussi, c'est drôle parce que pendant un débat, à un moment donné, il y a Nathalie Petrovski qui dit ça aurait été facile, elle avait juste enlevé les Roms, puis c'est des babacools, puis c'est tout. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est alors on ne parle pas de l'autre si c'est problématique, puis la question est réglée, mais moi, je vois pas ça du tout comme ça. Je trouve ça, à la limite, aujourd'hui, je trouve ça terrible de dire ça. Ne représente pas l'autre, puis je veux au contraire trouver des solutions qui sont apaisantes pour tout le monde, mais je veux pas me mettre à renoncer, en tout cas. Mais c'est toujours un peu, c'est la poule ou l'œuf, tu sais, c'est, est-ce qu'en représentant un peu plus ces populations-là, est-ce qu'ils vont peut-être être portés aussi à venir, il y a peut-être des scénaristes qui vont dire, je me sens représenté, donc, tu sais, je vais avoir envie d'écrire, je vais avoir envie de participer à l'art, participer à cette industrie-là. Donc, est-ce qu'on doit attendre que ces populations-là viennent écrire à leur sujet ou est-ce que c'est peut-être aux gens un peu plus privilégiés, ceux qui sont déjà là, pour qui c'est plus facile participer à les représenter pour qu'ensuite on puisse aller chercher des appelés. Donc, tu sais, en tout cas, il n'y a pas de réponse, je pense, mais la question est intéressante. Non, mais par contre, je pense que ce qu'il faudrait arriver à créer, c'est un espace où c'est pas plus facile pour moi de parler d'eux, par exemple. Ouais. Ça, c'est sûr. Là, oui, nous, on a un projet qui a été financé. Ça n'a pas été facile à financer pour autant. On va en parler. Mais c'est sûr que si des gens de la communauté veulent se raconter, il faudrait qu'ils aient facilement accès aux moyens pour le faire. Ouais. Parce que ce qui est problématique, c'est la question du volume de représentation aussi. Évidemment, s'il y a très peu de représentation de toi, puis tu les trouves erronées, c'est très blessant. Si toi, tu as eu la parole aussi, tu as pu avoir des moyens pour te représenter toi-même, puis qu'il existe une diversité de représentation, c'est probablement un sujet moins sensible. Oui, absolument. Pardon. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je me questionnais aussi au sujet vraiment de la création, tu sais, de la scénarisation dans ce cas-ci. On a critiqué un peu en disant que c'était très stéréotypé, tu sais. Mais pour nous, des fois, les stéréotypes ou les archétypes, c'est super utile, tu sais. Et c'est pas... Disons que dans Joulik, les Roms ne sont pas là tout au long du film. Tu sais, on accède à la famille donc de Roms une petite partie de ce film-là, puis il faut être, c'est de la communication, il faut être efficace, tu sais. Il y a un message qui doit passer rapidement. Tu sais, comment tu t'as approché ça, toi, dans le scénario, tu sais? Mais dans le scénario, moi, le travail que j'ai fait, c'est qu'au début, quand il y a été question que ça soit des Roms, parce que c'est ça, il y a une chose aussi, c'est que au théâtre, par exemple, on est dans un espace d'évocation qui est différent. C'est moins spécifique. Dans un scénario, à un moment donné, il faut que tu dises, on voit quelle image, on voit quoi, c'est qui, que tu précises le contexte historique, etc., pour que les gens qui travaillent sur le film puissent avoir un ancrage pour l'esthétique, etc. Alors que dans la pièce de théâtre, c'était plus ouvert, en fait. C'était circassien, plus ou moins. On comprenait entre les lignes, on comprenait qu'il était nomade. C'était pas plus nommé que ça. Fait que la question ne se posait pas de la même façon. Après ça, moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que quand il a été question de concrétiser ça, puis moi, je voyais ça dans les années 70 au Québec, je savais qu'il y avait des Roms au Québec, puis c'était pas une réalité très connue, puis ça m'a paru assez évident d'aller dans cette direction-là. À ce moment-là, je cherchais un petit peu des ressources. L'organisme là, Romanipé à Montréal n'existait pas encore, puis j'avais trouvé un organisme à Toronto. J'avais communiqué avec eux là-bas, puis j'avais reçu un ou deux documents de recherche, un principalement sur lequel je me suis basée pas mal, puis sinon, j'ai travaillé sur la base de ce document-là, assez exhaustif, puis sur la base de documentaires. Donc, je ne suis pas allée chercher les fictions. Okay. Puis donc, la plupart des choses que moi j'ai décrites dans le scénario, c'est des choses que j'ai vues dans des œuvres documentaires. Puis là, c'est là que c'est très délicat parce que il y a une artiste là, belge qui s'appelle Agnès Limbous qui dit le cliché, c'est ce qui nous rassemble. C'est que effectivement, si tu as deux scènes pour montrer une culture, il faut à la limite que tu ailles
ben là, c'est là aussi que le vocabulaire, c'est pas si clair. Qu'est-ce qui est un cliché? Qu'est-ce qui est un particularisme? Ouais. Par exemple, la vraie question, je pense qu'il faudrait qu'on se pose quand les choses vont s'apaiser avec Daphina et Léla éventuellement, c'est comment je pourrais vous représenter dans un film qui se passe dans les années 70 sans abîmer l'image de votre culture, mais pour qu'on vous reconnaisse. C'est ça. Alors, puis d'un côté, des fois, on se fait dire « Ah oui, mais ça, c'est cliché », puis d'un autre côté, on se fait dire « Mais c'est un métier traditionnel ». Mais si c'est une tradition, à quel moment ça devient un cliché, puis à quel moment c'est une tradition? C'est toutes ces lignes-là qui sont pas si clairement tracées, puis c'est difficile. Puis moi, je peux pas décider quelque part. C'est sûr, c'est leur culture, elles en ont une connaissance approfondie. En même temps, nous, le film, il y avait un contexte aussi, c'était les années 70, c'est autre chose aussi. Il y a des choses qui ont changé et dans notre façon à nous de nous vêtir et dans la leur, etc. Et dans leur façon de vivre même à l'intérieur de la société canadienne. Fait que c'est ça. En tout cas, donc, dans le scénario, il y avait des images décrites qui étaient des images tirées de documentaires. Mais qui étaient schématiques aussi, c'est ça. Les documentaires aussi, il y a plein de points de vue documentaires selon les époques où ils ont été faits aussi. Est-ce que en faisant un documentaire, on s'attache à ces clichés-là parce que justement, c'est ça qui communique l'essence de la différence entre nous. Mais sinon, comment communiquer que c'est une autre culture? Oui. En tout cas, mon point de vue, c'est que peu importe, je pense que vous l'avez fait d'une manière qui est comme très, très, très respectable. Vous avez été proactif, vous avez, tu sais... je pense qu'ultimement, il va y avoir peut-être une autre œuvre qui va mettre et qui va peut-être pouvoir corriger un peu. Donc, c'est toujours aussi... Les œuvres se répondent, tu sais. Et puis là, vous avez fait votre version, vous les avez représentées d'une certaine manière, sans... Tu sais... Puis au-delà des Roms, vous représentez aussi plus un idéal, une philosophie de vie, tu sais. Mais bon, je m'égare un peu. Éventuellement, il va y avoir une autre œuvre et qui va rectifier certains détails, qui va le montrer d'une autre manière. Puis ça va être l'addition, ça va être la somme de ces œuvres-là, et éventuellement qui va dépeindre cette culture-là, puis qui va peut-être être un peu plus réaliste, puis un peu plus... Puis peut-être aussi une œuvre dont ils sont le sujet, qui va pouvoir se pencher de façon beaucoup plus exhaustive sur leurs enjeux. Puis je dis une œuvre, mais il faut que ce soit des œuvres, en fait, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout communiquer dans une œuvre. Fait que oui, ce qu'on souhaite, c'est que cette culture-là soit représentée dans plusieurs œuvres qui leur paraissent justes par rapport à ce qu'ils ont envie d'exprimer, qui fassent état aussi de plusieurs époques. C'est ça. Ultimement, on veut aller vers ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, puis je pense que de toute manière, probablement... J'espère pour toi que tu as fini d'en parler, j'espère que pour toi, mais je pense que ce qui me... Je sais pas comment dire, mais le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une discussion. Je pense que c'est ça qui est important, puis ça s'est fait d'une manière de discussion, contrairement à d'autres événements du même type. Vous avez été proactive, vous avez... my God, j'ai juste le mot en anglais. Reach out, vous avez tendu la main, puis continuons d'en parler, mais pas ici. Pas maintenant. On a plein d'autres choses à parler. Parce que moi, j'ai pas envie pour moi que le sujet soit clos, dans le sens que j'ai vraiment envie qu'on trouve des façons de fonctionner. Parce qu'en création, moi, un de mes sujets de fond, c'est le rapport à l'autre. Mon père est vietnamien. Il y a quelque chose de mon identité qui est construit sur cette tension identitaire entre une culture et une autre. Donc, il y a toujours un ou une autre, en tout cas dans la plupart de ce que j'écris. Fait qu'il faut vraiment que je sache comment j'ai le droit de le faire de façon légitime, en gardant une certaine liberté à travers tout ça, mais en étant respectueuse. Pour moi, ces balises-là sont essentielles et je ne les ai pas encore. Je vais faire une petite pause. Marie-Christine, elle était comment quand elle était petite? Parce que tu mets en scène une jeune Lilou qui est fascinante, intelligente, brillante. On le voit dans ses yeux, elle a les yeux. L'actrice aussi, elle est merveilleuse, mais elle est empreinte une intelligence qui va jusqu'à nous faire rire. Tellement on est déconcerté, elle nous débalance constamment.
Alors, Marie-Christine, elle était comment quand elle était jeune? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ce qui m'appartient dans le personnage de Yana, c'est vraiment... En tout cas, je sais pas comment j'étais, mais je sais comment je me sentais. OK. Puis ce qui m'appartient dans ça, c'est cette impression d'une sorte d'extra-lucidité ou de capacité d'analyse qui n'était pas nécessairement recevable par les adultes, mais que moi, j'avais l'impression de porter. Donc, ce rapport Ouais. au monde des adultes, à ses incohérences, cette espèce de regard... j'avais cette impression-là, moi, enfant, Ouais. que les enfants avaient cette capacité de regarder puis de percevoir le monde dans une sorte de réalisme assez concret. Parce que, bon, on parle beaucoup de la poésie du personnage, mais finalement, le gros de sa poésie tient au fait qu'elle a une vision très juste et lucide du monde C'est ça. avec un vocabulaire simple. C'est ça, Mhm. en fait, qui crée sa poésie à elle. C'est pas, on fait pas de l'onirisme. Non. Puis je pense que c'est ça, cette partie-là m'appartient. Puis bon, c'est sûr qu'on n'avait pas une éducation si conventionnelle non plus, là, avec Ouais. mon père qui, à l'automne, vidait les sacs de feuilles sur le terrain puis passait la tondeuse pour espérer faire de l'engrais. Il y avait toutes sortes de choses chez nous, je pense que les voisins trouvaient un peu particulier. T'as grandi dans quel Mais- coin? À l'ancienne Lorette, en banlieue de Québec. OK. Ouais, c'est ça, dans une banlieue assez classique. Ouais. Avec donc un père vietnamien, Mhm. une mère Québécoise. québécoise, Ouais. Mhm. des sœurs, des frères. Oui, une sœur, un frère, sœur. une sœur plus jeune, un frère plus vieux. Est-ce qu'ils évoluent dans le domaine artistique, eux? Ou Mais ils ma sont- sœur travaille comme journaliste, entre autres journaliste web Ok. à Radio-Canada. Puis mon frère est ingénieur. OK. Ah, ouais. Alors, lui, il a dit sécurité. Je sais pas ce qu'il a dit, je peux pas me prononcer là-dessus. Il a l'air Euh, d'avoir fait un choix qu'il aime quand même. Ouais. Fait que ça s'est passé dans une banlieue de Québec. Tes études, après ça, t'as fait ton secondaire, cégep Oui. après? Oui, puis pendant qu'on était jeunes, en fait, on est allé passer 2 ans au Maroc aussi, qui sont des Oh, années wow. qui m'ont beaucoup forgé. J'étais adolescente, donc de 12 à 14 ans. Wow, dans À quelle Casablanca. région? Oh my God, ouais. Là, je suis pas retournée depuis ces années-là, donc ça fait très, très longtemps. Puis il semble que le Maroc a beaucoup changé depuis. Ouais. Mais ça a été un peu révélateur pour moi, comme adolescente, de tout à coup réaliser qu'il y avait des modes de vie complètement autres, des enjeux complètement autres, le rapport aux Wow. femmes complètement autre. Oui. Puis je parle pas du tout je parle pas du tout du rapport d'autorité puis du rapport d'égalité. Je parle pas de ça. Je parle de ce que c'était être une femme là-bas pour plein d'autres raisons aussi. Ok. Puis de l'étonnante petite liberté aussi qui débarque Mhm. entre les femmes dans le territoire privilégié féminin. C'est des choses que moi, j'avais pas vues, que j'ai Ok. vues plus tard, après, chez mes tantes vietnamiennes, mais cette espèce de solidarité particulière de femmes, puis de vitalité qui émerge chez les femmes entre elles. C'est intéressant. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mm. Oh my God. Hey, pour vrai, le Maroc, c'est ma prochaine destination avec ma blonde. On en parle là, depuis... Là, écoute, d'autres genres d'investissements, mais investir dans ce voyage-là aussi, ça peut tellement t'apporter. Puis je pense, à ce qui paraît, c'est le pays de toutes les vues, de tous les paysages, à ce qui paraît, c'est merveilleux. Mm. Wow, 2 ans. Oui, ça a donc dû être formateur. un Oui, peu. oui, absolument. Ouais. Puis après ça, donc, l'adolescence, 2 ans au Maroc. Après ça, on est revenu. Tu as fait des études au théâtre? Oui, théâtre? au Conservatoire de théâtre à Québec, en fait. Est-ce que tu t'attendais depuis longtemps à faire du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais ou ça s'est comme présenté? Ça s'est présenté, en fait, le théâtre a vraiment été beaucoup ma zone d'écriture. OK. C'est drôle parce que moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est très auditif, en fait. OK. Puis quand j'étais jeune, d'ailleurs, mon grand-père, je me rappelle d'un moment où je crois que je devais pas savoir encore très bien parler parce que je me rappelle plus de la sensation d'une voix que des mots. Mais je me rappelle de m'être fait lire à voix haute des choses, puis de la vibration, du rapport à la vibration d'une Wow, voix, c'est intéressant. du rapport physique à ça. Puis pour moi, le mot vient avec cette vibration-là quelque part. Fait Ok. que le mot écrit pour être dit, qui est le mot du théâtre, Ouais. était vraiment important. En tout cas, c'est vite devenu naturel d'aller vers cette écriture-là pour moi, l'écriture dramatique.
Puis je me rappelle même que mon père, parce que mon père étant vietnamien, il voulait aussi parfaire son français et tout ça. Puis il était très amoureux des grandes œuvres littéraires françaises. Puis quand on était jeune, dans le salon, il lisait tout haut des romans, de la poésie. Il y avait des disques aussi, La Voix de l'auteur à l'époque. Là, Albert Camus lisant l'étranger, des trucs comme ça. C'est mieux qu'LCN en continu. C'est vraiment mieux. Wow, écoute, ça c'est sûr que ça sème une graine. Hein. Puis le cinéma, c'est arrivé tard. En fait, c'est arrivé carrément par mon agente qui, en voyant Joulik, a eu envie d'aller le proposer à une productrice. C'était pas un désir que j'avais nommé. En même temps, je voyais très bien pourquoi ça pourrait devenir cinématographique comme objet. Mais en même temps, c'est un code que je connaissais pas du tout. Pour moi, le code théâtral, puis encore dans le processus, j'ai pu le constater beaucoup, le code théâtral, c'est un code d'une liberté formelle incroyable. Ouais. Puis beaucoup de monde dirait que c'est la même chose au cinéma, mais il y a l'enjeu de l'argent au cinéma c'est complètement différent. Qui joue sur cette liberté-là. Complètement différent. Mais donc, c'est ça, le code théâtral, ce que je nomme, ça existe. Toutes les formes peuvent exister, vraiment au niveau du mot, des types de narration, etc. L'espace que prend la narration... J'ai pas vu Joulik au théâtre. Je fais mon mea culpa. Je suis pas la personne qui qui écoute le plus de théâtre, qui va pas écouter, mais qui va consommer le plus de théâtre. Donc j'ai pas vu Joulik. Puis je me demandais c'était quoi la plus grande différence entre Joulik sur scène versus Joulik maintenant, donc dans son entité cinématographique. Joulik, sur scène, reposait sur beaucoup plus de narration du personnage de la petite, là, qui s'appelait pas encore Yana à l'époque. C'était vraiment construit comme une longue narration enchâssée de moments de dialogue. Il y avait quand même des bons moments de dialogue, des longues scènes, mais quand même, le fil conducteur de tout ça était la narration. On a gardé l'esprit de ça quand même dans le film. Absolument. Mais c'est sûr qu'au cinéma, une voix aussi présente, ça n'aurait pas été possible, ça aurait été lourd. En plus, apporté par une vraie enfant, c'est différent aussi. Fait qu'il fallait vraiment réaménager pour garder, pour moi, la qualité de ce regard-là quand même. Parce que ce qui, dans la pièce, était le cœur de l'affaire, c'est que ce regard bienveillant d'un enfant observant ses parents était vraiment l'angle qui nous permettait de sortir du mélodrame puis d'élargir vraiment cette histoire-là sur quelque chose de plus universel. Donc ça, moi, je tenais vraiment à conserver ça au cinéma, tout en étant consciente qu'il fallait négocier avec un nouvel espace, avec une nouvelle façon de construire. Une autre des différences majeures, c'est que le texte de théâtre, je crois, tient en à peu près 9 ou 10 scènes, alors que le cinéma, tout à coup, ça se déploie sur 115 ou 120 scènes. C'est des structures complètement différentes. Quand même, 115, 120 scènes. Le film est quoi? Est presque 2 heures? Oui, je sais même plus combien de temps il dure exactement. Je pense que c'est ça. Je pense que ça peut peut-être 1h50. Peut-être ça s'approche d'1h50. C'est beaucoup de scènes quand même. Là. Oui, c'est beaucoup de scènes. Mais bon, c'est drôle parce que je me rappelle que le cinéma que moi j'écoutais enfant et adolescente, c'est un cinéma plus lent. Hein. Il y a des époques avec des rythmes. Puis encore, on ose un rythme relativement posé. C'est pas un film d'action. C'est pour ça que je suis surpris du nombre de scènes parce que c'est pas... Puis là, je dis 115, 120. Puis il faut dire qu'il y a eu aussi des coupures qui ont été faites au moment du montage. Peut-être qu'on est rendu à 105. Pour être honnête, je ne le sais plus trop. Mais c'est ça. Donc, entre le théâtre et le cinéma, il y a un nombre complètement différent de scènes à contrôler. Moi, en plus, j'étais pas du tout particulièrement ferrée dans la structure, dans le sens que c'est un jeu de domino qui devient énorme. Hein. La structure de cinéma, tout à coup, tu déplaces un truc, puis là, ça fait tomber 3-4 dominos après, tu sais plus comment réorganiser. Quand tu reçois une note, tu dis, peux-tu juste changer ça? Puis là, tout d'un coup, t'es comme, mais c'est pas juste ça qu'il faut changer. C'est pas juste ça, c'est ça. Là, il y a tout ça, là, tu sais pas, mon château de cartes vient de s'écrouler. Ok, c'est bon, il retourne, on recommence. Puis c'est drôle parce que aussi, le processus a été très, très long, mais une partie des raisons à ça, c'est que moi, j'étais en tournage, là, donc sur les séries jeunesse qui prenaient beaucoup de temps dans l'année. J'avais d'autres projets aussi à côté. Puis donc, le temps que j'avais pour revenir sur ce scénario-là était assez limité. Ça fait que si ça fait 5 mois que tu n'as pas touché à ton texte puis que tu as 2 semaines à y mettre, il faut que tu te rappelles de toutes les décisions, pour quelles raisons tu les avais prises. Ça fait qu'il y a une bonne semaine qui est perdue à juste te rappeler pourquoi tu as fait ces choix-là puis les remettre en question. Fait que... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là un peu pour t'assister en script édition ou qui t'offrait peut-être ce regard-là externe pour
sais, juste Ben, il y a personne qui peut nous offrir ce regard-là, de nous rappeler pourquoi on a fait ces choix-là pour recommencer. C'est vrai. J'étais accompagnée, par exemple, surtout... En fait, j'avais commencé avec une première productrice, Danielle Fontaine, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Puis, par hasard, elle a été recrutée dans la famille de Téléfiction. Puis, donc, tranquillement, le projet a été relayé à Annie Blais, qui a été vraiment ma partenaire de travail pendant 10 ans. Puis, j'ai travaillé avec Pierre-Yves Bernard comme conseiller à la scénarisation et après avec Michel Touga. Puis, donc, il y avait cette présence-là d'un interlocuteur avec qui échanger, beaucoup sur les enjeux émotifs, beaucoup sur pourquoi ça exactement. Pourquoi, hein? C'était beaucoup de longues discussions hyper riches sur qui sont-ils, quel est leur passé. Ouais. C'était vraiment un échange très, très stimulant avec Pierre-Yves sur comment les personnages peuvent se déployer, parce qu'il fallait aussi les amener à vivre. Dans la pièce de théâtre, par exemple, l'enfant dit « Mes parents s'aiment comme des fous ». C'est pas comme ça qu'elle formulait ça, mais il reste que à partir du moment où ton personnage principal en narration te dit ça, t'as pas besoin de le montrer au théâtre. Au cinéma, t'es mieux de le montrer que de le dire. Ouais. Fait que comment ils s'aiment, qu'est-ce qu'on voit pour montrer qu'ils s'aiment, etc. Absolument. Tout ça, il fallait que ça se développe. Donc, il y a eu cette longue période-là pour permettre aux choses de se déployer. Puis, il y a eu un moment, je pense, qui est un peu important dans ma tête, à moi, dans le processus, c'est que à un moment du processus, j'avais l'impression que finalement, dans le travail d'adaptation du théâtre vers le cinéma, une des actions que j'étais obligée de poser, c'était de retirer l'espace imaginaire au spectateur. Parce que dans le théâtre, j'évoque, puis chacun se fait son image. Au cinéma, je dois préciser. Puis moi, je fais le geste comme ça, d'un rapprochement, parce que j'avais l'impression d'un effet d'entonnoir. De tout à coup, il y avait plein de possibilités pour le spectateur de théâtre, puis j'en choisis une pour le spectateur de cinéma. Après ça, évidemment, Marie-Lou va s'approprier ça, puis il y a probablement ce que j'appelle une possibilité, c'est une possibilité relativement large, mais il reste que j'avais l'impression qu'une partie de mon travail était fermante. Puis il a fallu vraiment que dans ma tête, quelque chose se passe pour que je comprenne à quel endroit je pouvais recréer cet espace de liberté pour le spectateur, même dans un univers où je donnais des images très spécifiques. Ça s'est passé à travers le paysage, à travers le rapport au temps, au silence, à la lumière et tout ça dans l'écriture. Mais c'est ce processus-là de réappropriation de l'espace de liberté, il a vraiment fallu le traverser. Oui, mais on peut-être à défaut, mais on considère souvent le scénario comme juste un outil de travail. C'est un outil de référence. Puis ça, c'est une question qui m'habite depuis le tout début que je commence à faire des scénarios. C'est à quel point on peut être créatif, à quel point on peut évoquer, à quel point on peut, où c'est vraiment, on dit ce qu'on aimerait qu'il y ait, puis il faut que ça soit très, très, très concret. Fait que oui, dans le pouvoir de l'évocation, mais des fois, c'est peut-être une image, c'est peut-être... enfin bref. Mais en même temps, le scénario, c'est obligé d'être très, très précis, en tout cas à mon sens, parce que comme il y a une partie de l'histoire qui se raconte pas en mots, si je suis pas précis sur ce qu'on voit à l'écran, après, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en emparer puis choisir comment, etc. Mais si je suis pas précise sur ce qui se voit à l'écran, comment on comprend ce que je suis en train de dire? Puis c'est drôle parce qu'on est effectivement dans un univers où le scénario est comme une sorte de base de travail, puis on voit ça même... Parce que le film, c'est le film du réalisateur ou de la réalisatrice, souvent dans notre vocabulaire. Mais je peux pas considérer les choses de cette façon-là, quelque part. Puis bon, dans le travail avec Marie-Lou, ça s'est pas du tout passé comme ça non plus, parce qu'elle m'a laissé de la place, puis parce que c'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré, puis parce que c'est quelqu'un qui sait très bien où est son espace, mais qui sait très bien aussi que la richesse des autres collaborateurs va apporter... On travaille tous pour faire un bon film, c'est ça qu'on veut faire. Donc, mais pour moi, un film, c'est vraiment le scénario et la réalisation. C'est pas un par-dessus l'autre, c'est pas... puis bon, il y a toute une lutte, là, quelque part, des scénaristes pour faire reconnaître un peu ce territoire-là, parce que c'est vrai que dans les habitudes du milieu en ce moment, il y a une sorte d'effacement des scénaristes. Puis même dans les habitudes des médias, moi, j'ai eu la chance de travailler... Il faut dire que j'avais travaillé très, très longtemps avec Annie Blais, ma productrice en amont, puis qu'on reconnaissait ma présence importante à l'intérieur du processus. Fait que j'ai eu la chance que même au niveau des communications, je sois invitée à être présente pour parler du projet, pour le défendre et tout ça.
Mais je sais que dans beaucoup de contextes, là, il y a des journalistes qui me disaient, des fois, en fait, souvent, les scénaristes sont même pas là. Ouais. Comme si c'était pas, il n'y avait pas une certaine paternité ou maternité de leur projet. Ouais. Puis il y a une sorte de violence quand même. Je trouve que c'est une sorte de confiscation du travail jusqu'à un certain point dans l'espace public. Je pense que pour certains, c'est difficile, puis je comprends que ça le soit. Puis moi, j'ai été dans un processus idyllique quand même, avec des gens généreux qui avaient une vision du travail plus collaborative. Mais j'imagine que pour ceux qui se retrouvent en plus absentés dans l'espace médiatique et en plus absentés dans le processus de création, il y a quelque chose là qui, en tout cas, qui, moi, me donnerait aucune envie de retoucher à ce milieu-là. Ouais. Alors que là, je me dis, j'ai envie encore d'écrire des scénarios parce que j'ai été dans une famille de créateurs formidables. Mais c'est ce que tu mentionnais sur scène lors de la présentation du projet, du film à la première, tu sais, que vous avez pu travailler de concert, les trois femmes ensemble, pour travailler pour le projet. Puis j'écoutais ça, j'étais comme, wow! C'est le fun, c'est vraiment le fun. Ça a dû être vraiment une belle expérience. Par contre, tu as aussi mentionné à ce moment-là que ça n'a pas toujours été facile, pas au sein de l'équipe, mais personnellement, là, passer à travers, je pense que tu as mentionné, peut-être même un moment donné, c'était comme, j'abandonne ce projet-là. Oui, ben, ça n'a pas été facile, je dirais, pas du tout émotivement ou professionnellement. C'est juste que sur la durée, quand on a eu les refus à un moment donné de la SODEC, parce que ça a quand même pris 4 dépôts pour avoir l'argent. On avait eu l'argent au premier dépôt chez Téléfilm, puis ça en a pris 4 à la SODEC. Puis comme ça faisait déjà plusieurs années avec Annie Blais qu'on développait, je lui ai dit, écoute Annie, tu as vraiment le droit de trouver que vous avez mis assez d'énergie puis de temps sur ce projet-là. C'est ça qui a été... Ouais. Puis je considère pas que c'était difficile, mais c'était de lui ouvrir la porte à... Tu sais, moi, on a travaillé ensemble. C'est une productrice qui a été extrêmement loyale sur la durée, qui a jamais abandonné le projet. Mais je trouvais ça sain de lui dire, écoute, si tu as l'impression d'avoir fait le tour puis qu'on n'y arrivera pas, tu as le droit. Puis elle a pas lâché. Elle a cru. Quand tu as dit ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais j'ai vraiment constaté que, en fait, c'était devenu autant son projet que le mien. Affectivement, là, il y était attaché comme à son histoire. Puis d'ailleurs, c'est aussi son projet. C'est dans ce processus-là, il y a eu une vraie relation très, très forte, réalisation, production et scénarisation. Elle a été hyper précieuse à plein d'étapes, Annie. Elle était présente sur le plateau, évidemment. C'était vraiment une partenaire. Puis donc, c'est ça, de réaliser qu'il y avait un attachement aussi fort. Il y a quelque chose qui se tisse dans la loyauté, qui donne vraiment des ailes à un projet. Ben, on parlait un peu des scénaristes, des fois, que leur travail est peut-être moins mis de l'avant et tout ça, mais les producteurs, productrices, c'est tout autant. On les perçoit Absolument. Comme des gens qui s'occupent des noms, qui s'occupent des chiffres, mais un bon producteur, une bonne productrice va être là à la création, va savoir faire des choix créatifs, puis des fois, c'est le squelette de toute cette machine-là qui fait que ça tient ensemble. Ou les muscles, peut-être plus, là, qui fait que ça tient. Puis à un certain moment, le projet peut vivre de lui-même aussi. Là, oui, puis il y a l'intelligence de leur regard, évidemment, parce qu'Annie était présente aussi pour réfléchir. Puis ce qui était bien quand même, c'est que on savait bien à quelles étapes c'était à nous de décider, puis à quelles étapes c'était à l'autre. Donc, on était capable de collaborer, mais en laissant aussi le leadership à la personne à qui il appartenait. Fait qu'Annie a été là, moi j'ai été là, on a tous pu commenter le travail, puis c'est ça, c'est clair que la présence d'Annie, qui avait porté le travail sur la durée, moi j'ai moins pu être au tournage pour diverses raisons, j'ai pu y être un petit peu, mais Annie étant toujours là, il y avait quelque chose qui se transportait de l'âme du projet continuellement, en fait, à relais. Écoute, c'est vraiment... Ben, dis-moi... Tu me parlais tantôt, en écrivant des scénarios, il a fallu que tu apprennes à compter. Il a fallu, tu sais, d'une certaine manière, c'est comme là, tout d'un coup, il faut prendre en considération justement tout ce volet production-là. Là, en ce moment, je suis en train de dire qu'il y a une voiture, une vieille Chevrolet, combien qui coûte. À quel point tu as laissé ce petit... je sais pas comment dire, mais
cette petite calculatrice-là affecté ton travail créatif? Est-ce que tu la mettais de côté, puis après ça, tu y revenais? Ou... Oui, honnêtement, j'ai évoqué la question de l'argent, mais c'est pas parce que j'ai eu à compter pendant le processus. Évidemment, quand le scénario est fini puis est approuvé, là, on se met à compter parce qu'on sait c'est quoi le budget, puis là, on sait si ce scénario-là entre dans le budget qui a été alloué. Mais ça, c'est pas moi, c'est la production, une chance. Ouais. Puis c'est là que se posent certaines questions. Est-ce que ça doit se passer à tel endroit où on pourrait s'adapter pour le faire à un endroit moins cher? Il y a plein d'enjeux autour des locations même, fait que ces questions-là se posent, puis des fois, il y a des ajustements à faire au niveau du scénario. Mais ça n'a pas été majeur, je dirais. C'est juste que, moi, venant du milieu du théâtre, c'est épouvantable à dire, mais moi, mon temps vaut pas très cher. Dans le sens que... mais dans le sens que c'est effrayant, mais bon, c'est pas un milieu qui a autant de moyens. Et puis, je me rends compte que quand on est impliqué dans un projet, moi et plein de mes collègues, si on n'est pas content, on n'est pas content. Puis s'il n'y a plus d'argent, on continue à travailler, par exemple. Ouais. Fait que, à un moment donné, on arrête de compter parce que on sait qu'on va aller au bout de notre projet artistique, de notre intention. Au cinéma, c'est différent, ça fonctionne pas de la même façon. Puis quand il n'y a plus d'argent, c'est plus possible. Il n'y a pas de bénévolat qui se fait de cette façon-là. Peut-être dans certaines équipes, à d'autres échelles, mais il reste que tout coûte cher quand même. Il y a des échéances différentes, il y a toutes sortes de choses. Il y a du matériel, des locations, toutes sortes de choses qui coûtent cher. Donc, quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. Fait que, puis ça, moi, j'apprenais ça aussi, que quelque part, le film qu'on a, dont on est très, très, très contente ensemble, c'est le meilleur film possible, avec les moyens qu'on avait, dans le contexte de temps. C'est ça, là. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, il y a sûrement de la matière formidable dans les roches qu'on n'a pas eu le temps d'aller maximiser pour diverses raisons. Ça ne veut pas dire... Puis on en est très contente. Je suis vraiment pas en train de dire qu'on n'en est pas contente, mais je sais que dans tout ce bagage-là, il y a peut-être le potentiel d'un film encore meilleur. Puis, à un moment donné, comme équipe, il faut que tu renonces à ce film parfait, rêvé, pour te dire, ben là, c'est le meilleur qu'on pouvait faire dans le contexte de production. C'est pour ça que j'appelle le podcast version finale. Parce que c'est comme, en tout cas, c'est VF pour version française, version finale, mais tu sais, version finale, parce que c'est... Un moment donné, sur le scénario, on dit version finale, mais c'est comme, c'est pas la version finale. Il y aura jamais de version finale. C'est quand la version finale. On pourrait peut-être recommencer en parlant justement de toutes ces étapes de financement-là. C'est pas encore quelque chose auquel j'ai eu la chance ou la malchance de... On sait pas comment appeler ça. Ouais, c'est ça. Puis qui est très, très, très particulier au contexte canadien aussi. Donc, on finance pas nos films de la même manière qu'ailleurs dans le monde. Je pense que tu l'as vécu à la dure, peut-être. Tu m'en parlais un peu. C'est quoi les moments les plus importants de ce processus-là? Puis peut-être comment ça l'a nourri aussi le film, puis que ça l'a forgé de la manière qui est rendue maintenant. Mais déjà, j'ai pas une grosse expérience de ces processus de financement-là. C'est mon seul, qui a été long. Mais c'est sûr que le financement, c'est une étape à la fois qui est hyper stimulante parce que tu déposes ton dossier tout à coup. Tu t'assures que tout ça est cohérent. Il y a la présence de la réalisation qui vient se juxtaposer à ce qui a été fait. Il y a toutes sortes de... des synopsis et des choses où tu résumes la pensée, puis tu t'assures qu'elle est assez claire dans ta tête, puis dans le scénario pour être résumée. Donc ça, c'est des étapes très stimulantes. C'est des étapes stimulantes aussi d'avoir un premier regard complètement extérieur, professionnel sur le projet. Je pense que ce qui était très particulier dans notre cas, c'est le coup de cœur qu'il y a eu à Téléfilm au point de financer au premier dépôt un scénario de quelqu'un de pas connu. Et au contraire, les 4 dépôts que ça a pris à la SODEC. Puis ce qui a été particulier aussi, c'est que premier dépôt, on a eu des très, très bons commentaires. Même que la conversation, de façon un peu troublante, il y avait quelqu'un qui avait dit plus ou moins le cinéma québécois a besoin de paroles fortes, etc. Je ne m'inquiète pas pour Joulik. Ça, c'est une personne à la table qui devait regarder le dossier. C'est un peu rassurant, mais on n'a pas eu l'argent. Dépôt suivant,
il y a un contexte assez particulier. Il y a, je pense, qu'il y a eu un changement de date et il y a plus de dépôts que prévu. Ça devient un petit peu incontrôlable. Et il demande à des gens, je crois que c'était des lecteurs externes, de trier si ce dossier-là doit être analysé ou pas. On n'est même pas jugé assez bon pour être analysé. OK, fait que vous êtes retrouvés dans cette... Oui, on s'est retrouvés là-dedans. Donc, deuxième dépôt, même pas analysé, puis à la limite, presque sous prétexte que notre projet n'était pas très bon. Fait que, contradiction quand même, là, reçu au premier dépôt à Téléfilm, premier dépôt à la SODEC, quand même assez bon commentaire. Deuxième dépôt à la SODEC, ça a l'air d'être à peu près nul. Troisième dépôt refusé et invité quand même au quatrième. OK. Mais ça a dû quand même être un coup... OK, c'est pas bon, c'est-tu bon, c'est pas bon? Est-ce que c'est un peu déstabilisant. Ben, c'est sûr qu'une chance qu'on avait eu la réponse positive de Téléfilm et le soutien de Téléfilm sur la durée, parce que d'une fois à l'autre, il fallait qu'ils nous gardent l'enveloppe. Ouais. Si eux partaient parce qu'on avait des refus, ils auraient pu se mettre à douter aussi. Ouais. Puis ça a été hyper précieux pour nous. D'abord, d'avoir leur aval, leur confiance si rapidement, mais aussi qu'ils nous la maintiennent, cette confiance-là, malgré tous ces événements avec la SODEC qui auraient pu nous la faire perdre. Ouais. Puis je dirais, puis ça, c'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec la SODEC, d'ailleurs. J'ai eu l'impression, puis peut-être parce que c'était un premier scénario d'une scénariste pas très connue, qu'il y a eu, dans le chemin vers l'acquisition des fonds, une sorte de processus de lissage, un petit peu, comme si il y avait une certaine demande. Moi, je l'ai perçu comme ça. Il y avait la demande de se conformer un petit peu plus aux standards de la scénarisation. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, c'est une perception. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu entends peut-être par les standards de la scénarisation? Quelque chose d'un peu plus à l'école Seedfield, là, un peu. Ouais, là, au bout de tant de pages, on doit voir telle affaire, tel genre de revirement, etc. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression de me faire vraiment... C'est sûr qu'on parlait bien de... Oui. Après, je dis pas que ça a fait que du tort au scénario, mais j'ai eu quand même l'impression d'une sorte de lissage. Ouais. Puis, peut-être une manière pour eux de se rassurer un peu, de dire, OK... Je sais pas. Je peux pas me prononcer du tout sur leur perspective parce que je pense qu'ils ont une ouverture sur une certaine diversité de projets. Peut-être je pense qu'en voyant ce qui se fait au Québec, C'était peut-être vraiment le fait de ma jeunesse comme scénariste qui faisait que j'avais besoin de démontrer que j'étais capable de comprendre ces codes-là puis d'y adhérer. Ouais. Je sais pas. Je peux pas dire pourquoi j'ai eu cette impression. Puis est-ce que c'est vraiment ce qu'ils comptaient faire? Mais j'ai eu cette impression assez forte que si j'arrivais pas à faire entrer mon désir dans ce format-là, on n'aurait pas l'argent. J'ai vraiment eu ce sentiment-là à un moment. Étais-tu familière avant avec Oui, Seedfield? Oui, je connaissais cette théorie-là et tout ça. Puis ça n'a pas été nommé qu'on voulait ça, mais j'ai un certain point qu'on dit à la page 30, est-ce qu'il peut-tu se passer ça? Ça n'a pas été fait de tout... Je veux pas exagérer du tout là-dessus, mais j'ai eu ce sentiment-là à un moment du processus. Ouais. Puis, c'est drôle parce que finalement, parce que Yann Lanouette-Turgeon, qui a comme réalisateur accompagné le projet pendant un moment, a dû se désister à la dernière minute parce qu'on ne décide pas non plus quand arrive le financement, puis des fois, on a des projets qui se chevauchent et c'est tout. Ouais. Donc, il a dû se désister. Puis quand Marie-Lou est débarquée à ce moment-là, donc pour la production, nous, on l'avait rencontrée presque 4 ans avant. Elle avait lu le scénario, puis... Moi, j'avais eu l'impression d'une sorte de perte dans ce chemin-là vers l'acquisition de l'argent. Puis Marie-Lou a eu la même impression. Okay. Elle dit, je l'aime encore, votre projet, mais j'avais eu un plus gros coup de cœur pour le scénario que j'avais lu il y a 4 ans. Ce qui a été chouette, c'est qu'on était malgré tout dans un échéancier de production assez serré, mais quand même, le fait de se faire confirmer cette sensation-là par Marie-Lou, ça nous a permis de revenir en arrière sur un certain nombre de choses quand même, de ramener des choses de l'ancienne vision un peu. Mais on était en même temps dans un échéancier de production où ça va très, très vite. Là. Tout à coup, là, tu as l'argent, puis il faut produire cet été parce que, pour plein de raisons, il n'y a pas de temps de marge de manœuvre. Puis donc, le temps de refaire ce chemin-là vers l'arrière n'était pas si grand que ça. Donc, on est revenu sur les choses qui nous paraissaient essentielles. Puis, je pense que ça a fait un scénario
encore une fois, le meilleur dans les conditions, etc. J'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment aimé le film. Merci. Peut-être, je vais peut-être t'en parler 2 secondes, mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, surtout là, la première moitié, c'est... je m'en allais écrire... Avant de savoir qu'on allait se rencontrer, j'étais en train d'écrire un article sur le film. Puis c'était comme oser le théâtre, tu sais. Oser le théâtre au cinéma, oser de faire des scènes un peu plus longues, un peu plus verbeuses, tu sais. Mais ça parle plus, mais les textes, ils sont beaux. Et puis le ton aussi, je pense que Marie-Lou, ça, tu sais, à mon sens, vous avez dû beaucoup travailler ça. Donc, à quel point il parle d'une manière réaliste, tu sais, donc comme un fil de fer, tu sais, entre le réalisme et juste la petite couche un peu plus qui crée, qui dans cet espace un peu plus théâtral. Mm. Puis c'est vraiment difficile. C'est un ton qui est extrêmement difficile parce que quand t'es proche d'un personnage puis que tout d'un coup il parle d'une manière si c'est un peu trop, c'est plus on perd, on décroche, tu sais. Puis ça, on le perd pas du tout pendant le film, on décroche pas. Ouais. On sent des fois que on marche sur ce fil-là. Des fois, j'avais peur, tu sais, parce que j'ai déjà été déçu par d'autres œuvres ou par la télé, des fois, ou peu importe. J'avais peur et jamais j'ai été perdu. Le ton est juste du début à la fin. Et en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Mais dans ce cas-ci, moi, je parlerais moins de théâtralité que de stylisation. Parce que je pense que ce qui fait que c'est cohérent puis qu'on décroche pas avec quelque chose qui est un peu plus écrit, c'est aussi que Marie-Lou, elle a travaillé avec ça pour accompagner ça, une esthétique qui est à la fois subtile, mais à la fois très léchée, stylisée. Fait que tout à coup, il y a une cohérence dans l'accumulation de ces couches-là qui fait que ça fonctionne. Tout son travail sur la palette de couleurs, qu'on ne remarque pas concrètement, mais qu'on ressent comme spectateur, qui fait que l'image qu'on a, c'est pas tout à fait une image réaliste, c'est une image qui assume une stylisation qui peut porter aussi ce genre d'écriture. Fait que c'est cette cohérence-là dans le travail qu'elle a fait avec le scénario, puis cette vraie rencontre-là, je pense, qui fait que ça fonctionne. Il y a beaucoup de sa mise en scène aussi qui aide. Des fois, on prend c'est pas trop découpé parfois. Je veux dire, c'est un film qui est très vivant, ça change beaucoup, mais j'ai une scène en tout cas qui me reste, c'est le moment où donc le personnage du père et la grand-mère se confrontent enfin. Elle l'a mis en scène avec une certaine retenue. Et c'est là que j'ai trouvé que ça l'a permis au texte de prendre un peu plus d'espace. Puis en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça super bien fait. Mais donc, est-ce que cet élément-là, est-ce qu'au niveau de ce style-là, c'est un peu ce qui s'était perdu ou c'était plus au niveau, à travers la structure du récit? Excuse-moi, j'ai comme fait un... Oui, c'est ça. J'ai fait un gros flashback. Je suis revenu sur le financement. Donc, quand Marie-Lou est revenue sur le projet, est-ce que c'est ce style-là qui s'était perdu ou ça s'est toujours resté, cette plume-là qui est très particulière? Oui, c'est pas ça qui avait changé, tant qu'un côté plus échevelé, un peu plus libre dans la structure, je dirais, qui correspondait, à mon sens, un peu plus à l'état des personnages. Donc, l'espèce de fil là, qu'on tisse tout le temps de cause à effet d'une scène à l'autre, puis chaque scène qui se construit sur celle d'avant, puis qui donne une impression de linéarité quand même relative. C'est très efficace. Mais moi, j'aimais bien être dans une structure un peu plus échevelée qui correspondait à l'état plus sauvage de mes personnages. C'est un peu ça qui s'était lissé, à mon sens, en cours de route. Après, c'est ça, je trouve qu'il y a eu des bénéfices à ce processus-là. Ça a permis d'approfondir certains personnages, etc. Fait que je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un processus qui a été néfaste au projet. Mais il faut essayer de retrouver l'espace de liberté juste encore là pour... Mais la création, des fois, c'est de l'exploration aussi. C'est comme on explore une avenue, puis après ça, tout d'un coup, c'est un cul-de-sac, on revient, c'est pas grave. Puis après ça, on est nourri par ce petit voyage-là. Écoute, je pense que j'aurais des questions à l'infini. J'ai beaucoup de questions. Mais tu es chargé, tu as un horaire. En fait,
j'aimerais savoir, as-tu d'autres projets que Julique en cours? Sur quoi tu travailles ces temps-ci? Puis le futur de Marie-Christine ressemble à quoi? En ce moment, j'ai une pièce de théâtre jeune public. Jeune public, pour moi, c'est adolescent et adulte, en fait, à partir de 12 ans, qui traite du rapport père-fils en contexte d'immigration avec Sacha Samar, qui est un collègue et ami avec qui je travaille depuis longtemps, puis Alexandre Natchi. Puis, c'est ça. Donc, il y a ça qui est en tournée, qu'on accompagne beaucoup. Je cherche une maison qui vous ressemble, qui est une pièce sur Pauline Julien et Gérald Godin, avec Catherine Allard, qui chante magnifiquement bien. Qui est en tournée en ce moment. Puis sinon, en termes d'écriture, je travaille avec Sacha Samar aussi sur une comédie romantique. Génial. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment pas un genre que je pensais aborder un jour. Avec les mêmes producteurs, avec Téléfiction, c'est une comédie romantique à Montréal sur fond d'immigration. Puis sinon, je travaille sur un projet de théâtre jeune public encore, sur la différence et sur la parentalité défaillante, en fait. Qu'est-ce qu'on est comme parent devant un enfant qui ne répond pas à toutes nos attentes? Comment notre façon d'être avec lui ou elle lui donne des signes qu'il n'est pas satisfaisant? Quel impact ça peut avoir sur le développement de cet enfant? C'est toutes ces questions-là qui se posent autour de la différence d'un enfant. Écoute, je vais te suivre. Tu m'as acheté avec Julique, puis maintenant je vais consommer abondamment tes créations. Il va falloir aller au théâtre alors. Et voilà. Non, il n'y a aucun problème. Dans ma tête, c'est toujours une question de temps, mais là, j'ai tellement de temps libre. Il faut juste que j'y aille, il faut juste que je m'informe plus. On dirait que des fois, c'est aussi une question d'accès. La seule promotion que je vois, ce serait dans le métro, tu sais. Puis souvent, j'en vois, mais là, je suis comme, il faut que j'y aille, il faut que je m'en rappelle, j'oublie, il faut que je me trouve une méthode pour mettre ça à mon horaire, puis y aller. As-tu des dates, peut-être? Est-ce que demain? Demain? Écoute, demain après-midi à la Maison Théâtre, il y a le spectacle Fils de quoi là, sur la relation père-fils en contexte d'immigration. Donc demain à 15h. Pour les gens qui entendront le podcast, c'était hier, il est trop tard, je suis désolé. Oui, je suis désolé, vous avez tout manqué. Mais demain, oui, à 15h. Écoute, donc à la Maison Théâtre? Oui. C'est pour c'est la pièce pour c'est la pièce à partir de 12 ans, oui. Écoute, mais c'est aussi pour les adultes, très honnêtement. Je pense que les adultes y trouvent leur compte. J'ai écrit, en fait, j'ai fait mon stage pour Max et Livia à VRAC TV, donc en télé-jeunesse, mais encore là, c'est télé-jeunesse, mais on écrit pas juste pour les jeunes, tu sais, je pense que tout le monde y trouve son compte, puis les jeunes sont plus intelligents qu'on veut leur laisser... Oui, en fait, moi, quand je travaille pour le jeune public, je travaille exactement comme pour les adultes. En fait, j'adapte pas du tout ni le style, ni les questions. Les raisons pour lesquelles je vais dire qu'une pièce est une pièce jeune public, c'est souvent parce que le sujet peut parfaitement s'adresser à eux. C'est pour ça que d'ailleurs, cette pièce-là, Fils de quoi, c'est un rapport père-fils, donc c'est l'espèce de négociation identitaire entre un père et son fils, puis c'est des questions qui se posent tellement à l'adolescence qu'on s'est dit, en tout cas, assurément, ils peuvent être un bon public de ça. Mais on n'a pas du tout travaillé en création en pensant à l'âge du public. Non. On a travaillé de façon cohérente autour de notre sujet, avec nos outils de mise en scène. Je pense que c'est ce qu'on retient de Lilou, c'est que l'intelligence, elle est présente, elle est là. Je veux dire, une lucidité de l'enfance, je pense qu'il faut peut-être qu'on se réapproprie, il faut qu'on les écoute un peu plus. Puis ils ont beaucoup à nous apprendre. En tout cas, le film m'a appris beaucoup, m'a donné un peu de recul sur moi-même, sur ma vie, et je vais retourner l'écouter suite à notre conversation. Ça, c'est sûr et certain. Merci. En terminant, étant donné qu'on s'adresse principalement à des gens qui voudraient faire de la scénarisation, qui voudraient faire du cinéma, de la télé... tu viens de passer ton baptême de feu. As-tu un petit conseil? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant? La première fois que tu t'es assis, est-ce que tu aurais lu cette film? Avoir su? Non, mais ça, je l'avais déjà lu. Tu l'avais déjà lu? Oui, c'était pas ça qui était... Mais je sais pas, je pense que le seul vrai conseil, puis je suis pas très bonne pour donner des conseils, mais c'est l'intégrité. OK. L'intégrité par rapport à ce qu'on a l'intention de dire, l'intégrité par rapport au processus, puis je dirais peut-être aussi
la confiance dans les partenaires. Mhm. Évidemment, il faut trouver les bons. Hein. On ne peut pas se créer de la Ouais. confiance pour des gens qui ne le méritent pas. Non. Mais c'est très important d'avoir un noyau fort, solidaire. C'est des processus qui sont très, très exigeants. Si on n'a pas une équipe formidable, ça peut être usant, ça doit être terrible. Ouais. C'est hyper important d'être appuyé. Donc, trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes qui y croient vraiment. Il va probablement y avoir quelques erreurs. Puis... Oui, ou si on est apprend. chanceux comme Comme toi. moi, finalement. Écoute, Marie-Christine, merci beaucoup. Un énorme merci. Merci d'avoir brisé la glace avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Julik en salle dès ce soir, vendredi. Donc, allez le voir là. Si vous écoutez ça dimanche matin, allez le voir la première fin de semaine. C'est super important. Courez voir ce film-là. Vous allez être enchantés. Vous allez en sortir peut-être un peu troublé, mais assurément, moi j'avais le sourire jusqu'aux lèvres. J'étais ému. Donc, Julik, allez le voir le plus rapidement possible. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Merci.